Linkin Park, j'ai 11 ans quand je télécharge leur premier album. À l'époque, je connais pas grand chose à la musique, mais je suis captivé par ce mélange de rock alternatif et de hip-hop, deux genres musicaux que je découvre à peine et qui deviendront rapidement ma raison de vivre. À l'époque, je viens de rentrer au collège, j'ai pas trop confiance en moi et je me sens un peu différent. Et à force d'écouter les sons du groupe, je commence à capter quelques thèmes et à me reconnaître dans leurs angoisses, dans leur peur de pas trouver sa place dans la vie. Je me sens compris et je puise dans leur énergie et dans leur rage de s'en sortir. Mais je suis encore loin de me douter des épreuves que les membres du groupe ont dû surmonter pour arriver jusque dans mon lecteur MP3, ni des barrières qu'ils ont dû abattre pour imposer leur propre son. Aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire à la fois inspirante, rocambolesque et tragique du premier groupe que j'ai kiffé, et ça se passe dans le 72e épisode du Règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Le docu que vous allez voir, il m'a demandé plus de 5 mois de montage et de recherche, et comme je vais mettre des extraits musicaux, je vais toucher aucune monétisation. Donc si vous voulez me permettre de continuer à taffer sur ce genre de projet, vous pouvez me soutenir sur la plateforme Patreon, et je place également un sponsor dès que c'est possible. Et aujourd'hui, c'est Rhino Shield. Rhino Shield, les coques de téléphone. Et si vous réfléchissez à changer votre coque, c'est le moment puisque je vous file une offre de 15% avec le code règlement. Et ça s'applique à toutes les coques Rhino Shield, celles pour iPhone, pour Samsung Galaxy, pour Google Pixel, pour Xiaomi et même pour ton gros daron. Rhino Shield, c'est des collections au design exclusif. La collection One Piece avec près de 100 modèles. La collection Hunter x Hunter avec cette magnifique coque Kurapika. La collection Dragon Ball Z avec Goten et Trunks. Tu peux même les faire fusionner si t'as deux iPhones. Et ça fait un iPhone, ouais, ça change pas de ouf. Sans oublier la toute nouvelle collection South Park avec le célèbre Serviette-Ski, la serviette la plus fonce-dé de l'univers. Et également la coque Kenny. Sauf que là, il peut pas mourir puisque la coque Rhino Shield lui apporte un degré de protection inégalé. Oh mon dieu, ils ont pas tué Kenny! Espèce d'enfoiré! Les 15% s'appliquent aussi sur les modèles phares de Rhino Shield, la Solid Suite, la Clear, la coque transparente qui ne jaunit pas, et la mode NX avec son verso interchangeable. Les coques sont durables, confortables et parfaitement ajustées. Ah là, on est bien. Donc si vous voulez en choper une, utilisez dès maintenant le code règlement au moment de votre achat. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et maintenant, on passe au docu. Le 7 décembre 1941, 350 avions japonais s'abattent sur la base américaine de Pearl Harbor. En réaction, le président américain Franklin Delano Roosevelt ordonne le contrôle de tous les immigrés japonais de son pays. 120 000 personnes quittent leur foyer pour des camps d'enfermement glauques et sordides. Parmi eux, Muto Shinoda, un enfant d'origine japonaise. Les 6 et 9 août 1945, les premières bombes nucléaires sont lâchées sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, et le Japon capitule dans la foulée. Les camps américains sont démantelés et les survivants peuvent rentrer chez eux. Mais quand elle arrive dans la banlieue de Los Angeles, la famille de Muto découvre sa maison saccagée et remplie de tags anti-Jap, un terme raciste pour désigner les personnes d'origine japonaise. Quelques années plus tard, Muto trouve un taf, il se marie et il a un premier fils qu'il nomme Michael Kenji Shinoda. Mike grandit à Agura Hills, un quartier blanc, et il se sent très vite différent. Et oui, les stigmates de la guerre et le racisme sont encore bien présents. À la même époque, dans les quartiers voisins, le hip-hop prend de l'ampleur avec les groupes NWA, Cypress Hill ou encore avec Tupac Shakur. Mike se les prend de plein fouet, il se retrouve dans la manière dont ces rappeurs affirment leur identité et combattent les préjugés racistes. En plus de ça, musicalement, c'est incroyable. Mike devient obsédé par les productions de Dr. Dre et il demande à sa prof de piano comment faire pour créer ce genre d'instru. La prof lui répond que ça va être compliqué avec un piano à queue, mais qu'il devrait s'orienter vers un synthé. Mike tanne ses parents et il obtient alors son premier clavier, puis rapidement après, un sampler. Et avec ce matos, il se met à composer ses premières prods. Arrivé au collège, Mike rencontre Brad, un autre fan de musique. Sauf que Brad, son truc à lui, c'est le hard rock, et en particulier Metallica. Et Brad vient tout juste de créer un groupe de rock avec deux potes à lui, Mark et Rob. Mike devient très ami avec cette bande qui lui fait découvrir toute la palette du rock alternatif. Les Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Pearl Jam ou encore Nine Inch Nails. Et ça donne à Mike une idée originale, c'est de mélanger les instrumentales de ces groupes de rock à des acapellas de rap pour créer ce qu'on appellera plus tard des mashups. Il mélange par exemple des couplets de Jay-Z sur des instrus de rock. Pas mal l'idée, il y a peut-être un truc à creuser.
Petit à petit, avec Mark, le chanteur du groupe, ils commencent à poser leurs propres couplets de rap sur les instrus. Évidemment, ils se prennent pas au sérieux, c'est plus de la parodie qu'autre chose. Même si Mike adore cette culture, il est loin de ressembler au gangsta rappeur. Il a pas de lowrider, il a jamais fumé de weed et il est même jamais allé jusqu'à Long Beach. Mais il va quand même jusqu'à Pasadena puisqu'il entre à l'université pour y étudier le design graphique. C'est là qu'il rencontre Joe, un mec d'origine coréenne qui est lui aussi à fond dans la culture hip-hop. Joe est DJ dans les soirées et il maîtrise le scratch comme personne. C'est là que Mike a une idée brillante. Au lieu de faire des mashups de rap et de rock dans sa chambre, il peut créer un groupe qu'il fera en live, de façon organique. Mark chantera les parties rock, accompagné de Rob à la batterie, Brad à la guitare et son coloc Dave à la basse. Et Joe et Mike viendront eux amener les éléments hip-hop dans les instrus, des loops de batterie, des samples, du scratch. Et Mike pourra même s'essayer au rap, mais cette fois-ci beaucoup plus sérieusement. Le groupe part de zéro et il s'appellera donc Zero, avec un X parce que ça fait plus cool. Enfin, c'est sûrement ce qu'ils se sont dit avant de se rendre compte que ça ressemble pas mal à Xerox, les photocopieurs. En 1996, le groupe commence à enregistrer dans la chambre de Mike et un an plus tard, ils ont une démo de 4 titres et ça ressemble à ça. Et ce mélange de rap et de rock bien hard, bien métal, il tombe à pic. Quelques mois plus tard, le groupe Korn pète la première place du Billboard avec son album Follow the Leader et un métal bien lourd saupoudré de flows rappés. Et sur leur album, on retrouve même le rappeur Ice Cube. Fort de leur succès, Korn partent sur une giga tournée, la Family Values Tour, dans laquelle on retrouve Ice Cube et d'autres groupes comme Rammstein, Orgy, Incubus et les nouveaux qui s'apprêtent à tout péter commercialement, Limp Bizkit. Cette nouvelle scène qui incorpore des couplets rappés sur des instrus de hard rock commence à être catégorisée comme le new metal, le nouveau metal. Zero, ils sentent que le train est en train de partir et ils veulent absolument monter dedans. Et justement, le mec qui vient de signer Korn et Limp Bizkit, il est là, en train de donner une conférence dans l'université de Brad. Il s'appelle Jeff Blue et il cherche un stagiaire pour venir travailler chez Zomba, le label dans lequel il bosse. Et ça fait Zomba. L'opportunité est trop belle. Le lendemain, Jeff Blue arrive au taf, il entre dans son bureau, et là, il y a un mec assis dans son fauteuil. What the fuck are you doing here? You wanted a trainee, so here I am. Jeff est choqué de la situation, mais il aime bien l'audace du gars et il accepte de le prendre. Brad devient le stagiaire de Jeff Blue et il profite évidemment de la situation pour mettre en avant son propre groupe. I'm gonna blow them away, you'll see. Jeff écoute la démo de Zero. Il trouve ça assez brouillon, pas très abouti, mais il se dit qu'il y a quand même un truc à creuser. Il aime bien l'équilibre entre le rap et le chant et la manière dont la guitare s'adapte à ce style. Pour le coup, ça c'est assez original. Il accepte donc de venir à leur premier concert, car oui, Zero a réussi à décrocher une date de concert. Ils vont jouer au Whiskey à Gogo en première partie de System of a Down. Bon, ça semble être une dinguerie dit comme ça, mais à l'époque, System, ils ont même pas encore sorti leur premier album. Ils sont quasi inconnus. Et le Whiskey à Gogo, c'est une petite salle de 500 personnes grand max. Et ce soir-là, pour la première partie, elle est à moitié vide. Mais ça reste un tremplin de fou. Et avec Jeff Blue dans le public, le groupe a une grosse carte à jouer. Zero arrive sur scène, Brad et Dave envoient leur riff, Rob tabasse la batterie, Mike pose son couplet, Mark donne tout ce qu'il a sur le refrain, Joe scratch comme un ouf et tout le monde s'en fout. Le public est totalement indifférent, les mecs discutent entre eux, ils sont pas du tout captivés par ce qui est en train de se passer. Le groupe est trop timide, il connecte pas du tout avec les gens, le son est bordélique et Mark chante assez faux. C'est un giga flop, mais Mike ne se laisse pas abattre. Si les labels ne toquent pas à sa porte, il va passer par tous les canaux alternatifs possibles. Il commence à se faire des contacts dans le milieu hip-hop et il arrive à placer un son dans la mixtape Rapology du magazine The Urban Network, aux côtés de Outkast, RZA et Master P. L'autre canal que Mike a repéré, c'est une innovation qui arrive à peine dans les foyers américains et qu'on appelle Internet.
Seulement un foyer sur 5 est connecté à internet en 1997, mais Mike comprend très vite qu'il peut atteindre du public par ce biais. Il se rend alors sur les forums de discussion dédiés à Korn, il se fait passer pour un auditeur lambda qui vient de découvrir Zero et qui partage le MP3 de leur dernier son. Très vite, tout le groupe se met à cette stratégie et ensemble ils postent des centaines de messages sur les forums. The internet's a really strong tool. It's something that allows you to really get your music out without, literally not spending anything. Grâce à cette stratégie, une petite hype se crée autour de Zero. Jeff Blue, il suit tout ça par l'intermédiaire de Brad et il est impressionné par la déterre des membres du groupe. Et il commence même à avoir un peu de FOMO. Il se dit que s'il les signe pas maintenant, il risque de rater le prochain Korn ou le prochain Limp Bizkit. Il convoque alors le groupe et leur offre leur premier contrat. Un deal d'édition chez Zomba avec 4 000 $ d'avance, 1 000 $ de budget d'enregistrement et une option de 10 000 $ s'ils arrivent ensuite à signer chez une major. Et c'est clairement l'objectif. À l'époque, signer dans un gros label, c'est le seul moyen de passer en radio, de se faire connaître nationalement et d'avoir un succès commercial. Et pour ça, Jeff, il a une idée. Il organise un nouveau concert au Whisky à Gogo. Mais cette fois-ci, Zero est la tête d'affiche et Jeff a invité tous les gros labels qu'il connaît en leur promettant qu'ils vont découvrir le nouveau Korn. Zero arrive sur scène, leur destin prêt à basculer. Et là, c'est une catastrophe. La guitare de Brad est mal accordée et du coup ils doivent arrêter la première chanson en plein milieu et recommencer de zéro. Le groupe commence à paniquer, ils ont pas du tout l'air serein. Ils enchaînent les sons tant bien que mal, mais Mark est giga stressé et ça le fait chanter particulièrement faux. Résultat, le concert est nul à chier et aucun label ne leur propose de deal. Et là, c'est terrible parce qu'ils se sont grillés auprès de toute l'industrie. Le groupe Zero, il est terminé. Ils doivent disparaître pendant des mois et s'ils reviennent un jour, faudra que ça soit sous un autre nom parce que sinon, personne les prendra au sérieux. Jeff est déprimé. Il a l'impression de s'être trompé, d'avoir misé sur le mauvais cheval. En traînant des pieds, il se rend alors au concert d'un groupe de new metal qui, lui, commence à émerger, Papa Roach. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a damn what you're bleeding. Jeff est choqué par le charisme et l'énergie de Jacoby Shaddix, le chanteur du groupe. Et c'est là qu'il a une révélation. Zero, en fait, c'est un bête de groupe, mais leur chanteur, il est pas ouf. Et tant qu'il sera là, le groupe n'a aucun avenir. Jeff invite alors les membres du groupe à la soirée de Noël de Zomba, enfin tous les membres, sauf Mark. Il leur explique qu'ils n'ont qu'une seule solution, c'est de continuer sans leur chanteur. Brad avoue qu'ils pensent un peu tous la même chose dans le groupe, que Mark est pas au niveau, mais ils aimeraient trouver une autre solution que de le virer. No guys, we like Mark, but we've got to make an executive decision here. Quelques jours plus tard, au Gardens on Glendon, un restaurant américain pas spécialement délicieux près de Beverly Hills, Jeff et le groupe sont réunis pour annoncer la nouvelle à Mark. Mais personne n'ose prendre la parole. Okay, well, Mark, you're fired. Mark tombe des nues, il essaye de négocier, mais quand il voit que le groupe est derrière Jeff, il réalise la situation. Et là, il pète vraiment un câble. Il laisse son assiette et il part du restaurant en claquant la porte. Jeff le rattrape dans la rue et après une discussion honnête, Mark lui avoue qu'il pensait en réalité aussi à quitter le groupe et que c'est peut-être un mal pour un bien. Mark Wakefield quitte donc Zero et il laisse derrière lui certaines compositions qui deviendront des classiques. Mark continuera d'ailleurs à évoluer dans le monde du rock en travaillant avec les Deftones et avec System of a Down pour lesquels il imaginera la mythique cover de Toxicity. Mais revenons à Zero, ou plutôt à -1 et même à -2 puisque Dave se barre pour faire une tournée avec son autre groupe, Tasty Snacks. C'est du punk chrétien pour ceux qui demandent. Personne n'a demandé, frère. Le groupe est en lambeaux. Ils sont plus que 4, ils sont blacklistés de toutes les majors et le moral est au plus bas. Mais c'est justement de ces cendres que va naître un des plus grands groupes de l'histoire récente. Cet ado qui se prend pour Kurt Cobain, il s'appelle Chester Bennington et il s'apprête à crier très fort. Mais revenons un peu en arrière.
Au 19e siècle, les colons américains débarquent au milieu des roches rouges de l'Arizona. Ils découvrent alors les vestiges d'un système d'irrigation, preuve du passage d'une très ancienne civilisation amérindienne, les Hohokam. Les colons reconstruisent alors une ville de zéro et ils la nomment Phoenix, en hommage à l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres. Bon, je suis peut-être revenu un peu loin, mais en tout cas, c'est ici que grandit Chester. Au début des années 80, c'est un jeune enfant heureux et malicieux. Malheureusement, cette période dorée va très vite s'assombrir. Un terrible monstre rôde et va venir lui voler son enfance. À l'âge de 7 ans, Chester commence à être victime d'agressions physiques et sexuelles d'un garçon à peine plus âgé que lui. Pendant près de 6 années, il subit ces violences sans oser en parler, de peur qu'on pense qu'il soit homosexuel ou qu'il soit tout simplement un menteur. Something has been taken from deep inside of me. A secret I've kept locked away, no one can ever see. Pour ne rien arranger, ses parents divorcent et Chester se retrouve seul avec ses problèmes. L'ironie, c'est que son père travaille à la brigade des mineurs et qu'il voit des cas comme celui de Chester à longueur de journée. Mais il est incapable de déceler la détresse de son propre fils. Chester se sent abandonné, écrasé par son lourd secret. Il se met alors à détester sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Il veut juste tuer tout le monde et s'enfuir. Ses pensées sombres trouvent heureusement une autre issue puisqu'il commence à écrire dans un journal intime pour exprimer ce qu'il ressent. D'abord, c'est juste quelques phrases, puis ça prend la forme de poèmes. Parallèlement, il découvre la musique et devient fan de Nirvana, de Soundgarden, de Depeche Mode, de Nine Inch Nails, des Stone Temple Pilots et des Red Hot Chili Peppers, évidemment le meilleur groupe de tous les temps. Chester rêve de devenir une rockstar et ses premiers poèmes deviennent des chansons. En arrivant au lycée, il se met à prendre des cours de chant et il remporte même un concours d'interprétation organisé par l'établissement. C'est là qu'il se fait repérer par Jason, un jeune guitariste talentueux qui ne jure que par les Doors. Ensemble, ils se mettent à faire de la musique et aussi à prendre beaucoup de drogue comme s'ils étaient Jim Morrison. De la weed, de l'acide, du speed, des hallucinogènes et de l'alcool. Chester, il pense que ça l'aide à supporter son lourd secret, mais ce n'est évidemment qu'une illusion et il devient misérable, très maigre et il perd toute motivation. Il adopte un mode de vie de junkie et lors d'une après-midi de défonce dans un squat, il se fait braquer par un gang de Mexicains. Alors qu'il a un flingue pointé entre les deux yeux, il décide de se reprendre en main et de faire quelque chose de sa vie. C'est là qu'une opportunité se présente à lui. Avec Jason, ils se font recruter par un groupe de rock nommé Loveless Bleeding, qui devient ensuite Grey Daze. On est en 1993 et le grunge, c'est le genre de musique à la mode. Nevermind est sorti 2 ans avant et tous les groupes rêvent de devenir les nouveaux Nirvana. Les Grey Daze produisent une forme de grunge assez générique, mais portée par cette nouvelle vague, ils enchaînent les concerts et commencent à se faire connaître à Phoenix. Et c'est surtout Chester qui impressionne. C'est une sorte de nerd timide et réservé, mais sur scène, il devient totalement fou. Il crie, il saute et il a un charisme de baiser. Lors d'un concert au Club Rio de Tempe, Chester rencontre Samantha Marie Hollett. Elle est impressionnée par sa présence scénique, puis elle découvre un homme doux et attentionné. He looked at his bandmates and said, "See that woman right there? I'm gonna marry her." Les deux ne se quittent plus et ils se marient même quelques mois plus tard, le jour d'Halloween. Avec l'engouement des concerts, Grey Daze arrive à autoproduire un premier album, Wake Me, puis un second, No Sun Today. Chester se sert de sa musique pour exprimer sa souffrance, ce qui rend ses paroles particulièrement dark. Mais à l'époque, tous les artistes grunge ont des lyrics sombres, parce que c'est le style à la mode, et aucun des membres du groupe ne peut imaginer ce que leur ami doit endurer au quotidien. D'autant que la vie n'est pas facile tous les jours. Le groupe a beau avoir un succès local, ils ne sont pas signés dans une major et ils gagnent très peu d'argent. Chester, il enchaîne les petits boulots, il nettoie des cafés et il cuit des frites chez Burger King. Il a pas les moyens de s'acheter une voiture et il va taffer en skate. Et quand les concerts sont dans une autre ville, il dort dans la rue, sur un banc ou dans une benne à ordures pour économiser l'hôtel. Et pour ne rien arranger, les perspectives de succès s'assombrissent. En 1994, Kurt Cobain se donne la mort et il entraîne avec lui la chute du grunge. Dans les années qui suivent, le public passe à autre chose et Grey Daze finit par se séparer. Chester se fait alors une raison. La musique, ça restera sa passion, mais il est temps de trouver un vrai métier. Il décroche un job dans une entreprise de services informatiques et il se concentre sur les besoins de sa famille. D'autant qu'il vient de découvrir que sa copine de lycée a eu un enfant.
et que c'est lui le père, ce qui lui met une nouvelle pression financière. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Chester vit une vie tranquille de père de famille, il cuisine des mac and cheese et il chante Under the Bridge sous la douche. Mais le soir de son 23e anniversaire, Chester reçoit un appel. Et cet appel va faire basculer son destin. On est vendredi soir. Chester est en plein milieu de sa soirée d'anniversaire lorsqu'il reçoit un appel d'un numéro inconnu. Le mec se présente, il s'appelle Jeff Blue, il a entendu parler de lui par un ami et lui dit précisément ces mots. I have a band in LA that's going to be huge and we're looking for a singer. Jeff propose d'envoyer une démo des sons de zéro ainsi qu'une version sans parole pour pouvoir poser sa voix dessus. Chester n'hésite pas une seconde, il quitte sa propre soirée d'anniversaire et il part en studio. I got the demo and I was really excited about it and I thought it was fresh and I felt that I could really help strengthen the music. 48 heures plus tard, c'est au tour du téléphone de Jeff Blue de sonner. Yo, I finished the tracks. Jeff n'en croit pas ses yeux. Il écoute la démo de Chester et c'est ultra lourd. Jeff est giga impressionné par sa présence et son charisme vocal. Il s'imagine un grand mec baraque avec une queue de cheval qui tape dans les murs et il lui dit de venir tout de suite pour rencontrer le groupe. Le lendemain, Chester se rend au taf, il pose sa démission, puis il prend la route pour Los Angeles. Oui, ça aurait été plus rapide en avion, mais il a clairement pas les thunes. Donc il fait les 600 km qui séparent Phoenix de Los Angeles dans sa vieille caisse pourrie qui dépasse même pas les 50 km/h. 12 heures plus tard, Jeff est dans son bureau avec le groupe quand il voit arriver un nerd tout frêle avec des lunettes, les cheveux teints en noir et un t-shirt 2 fois trop grand pour lui. Tout le monde se demande un peu si c'est bien la bonne personne qui est venue. Mike et ses potes, ils le trouvent un peu chelou, c'est pas vraiment leur vibe. Mais ils ont kiffé la démo et ils acceptent de faire une répète ensemble pour voir ce que ça donne. Et ça donne à peu près ça. Chester, il a un monstre en lui. Tout le monde est choqué par la prestation. There was like certain parts in like the music we were playing that were kind of hard for most of the vocalists to hit, and Chester just like nailed it. There was somebody actually in the studio that was trying out also. They just heard Chester sing and they just left. Mais le groupe veut pas se projeter trop rapidement et il continue à auditionner d'autres chanteurs. Chester se retrouve alors seul à Los Angeles, vraiment en galère pendant plusieurs semaines. Il connaît personne, sa meuf est restée à Phoenix, il a pas de thunes et il dort dans sa vieille Toyota de merde. La situation devient très difficile pour lui, il est giga stressé et angoissé. Il a peur d'avoir agi de façon trop impulsive et d'avoir gâché sa vie. Une vie qui commençait justement à prendre un tournant rassurant et qu'il a totalement laissé tomber pour un groupe qu'il ne connaît même pas. Jeff se rend compte de la situation critique et décide de confronter le groupe. So, what do you think about Chester? He's not good. What? No, he's not good. He's great. He's our new singer. Chester rejoint donc officiellement le groupe et ensemble ils enregistrent un premier son qu'ils nomment Blue en hommage à Jeff Blue. Les vrais fans, vous avez sûrement reconnu le futur refrain de Crawling, mais cette première démo, c'est pas vraiment un hit pour l'instant. Le groupe se cherche encore et ils réfléchissent énormément à leur formule, à ce qui va pouvoir les rendre uniques. Et au bout de quelques mois de composition et de recherche, Mike et Joe inventent le concept d'hybrid theory, la théorie hybride. Pour eux, ce qui va faire la force du groupe, c'est avant tout d'hybrider plusieurs styles de musique, le hip-hop, le rock, mais aussi la musique électronique. I didn't really see it as a rock band. I saw it as like a new type of fusion. From the beginning, our goal was to bring together different genres of music, electronica, hip-hop, alternative rock, and make it into one sound that's indistinguishable. We don't want people to listen to our song and go, okay, this is the hip-hop part, okay, that's the rock influence. We don't want to be rock/rap. We want to be hybrid theory. Mike, c'est un beatmaker et il travaille sur les sons comme si c'était de l'électro ou une instru de rap. This is where the magic happens. This is Pro Tools. This is all the tracks and stuff. Et ça le différencie énormément des autres groupes de rock qui composent et enregistrent tout ensemble en studio. Mike, lui, reste dans sa chambre, il bosse une première version de l'instru avec Brad, puis il amène Chester pour faire des yaourts et trouver des paroles, puis il travaille avec Joe sur certaines parties rythmiques, sur du scratch, sur des passages plus électroniques. Mike's always involved in all the songs because he's kind of like the glue in that he knows how to use the Pro Tools rig and he's really good at working with people one-on-one in terms of putting their parts down. Just drag it out, remember. Et ça donne une sonorité très particulière, très mélangée. Et c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas à l'époque. Par exemple, ce passage totalement électronique dans un son de hard rock.
Le groupe adhère à cette nouvelle doctrine et ensemble, ils décident alors de se renommer Hybrid Theory. Ça permettra à la fois de se relancer après les échecs de Zero et aussi de mieux inclure Chester en créant symboliquement une nouvelle entité. D'autant que cette hybridation va prendre une nouvelle ampleur quand Mike et Chester vont commencer à trouver une alchimie au micro. Le groupe commence à avoir trouvé son propre son et il peut s'affranchir de la scène new metal qu'en fait ils aiment pas tant que ça. Mike il trouve que ces groupes de rap rock ils sont assez formatés, targetés pour les ados blancs des quartiers aisés et que les mecs qui rappent ils ont même pas vraiment les bases du hip hop. Parfois on dirait même des parodies de rappeurs. Alors que Mike, lui, c'est un vrai passionné depuis son enfance. 90% de ce qu'il écoute, c'est du hip-hop. Il fait maintenant partie du mouvement et il pense que son groupe va y apporter une nouvelle variation et participer à l'amener encore plus loin. Et pour ça, ils doivent mettre toute leur vie dans le projet. Music should be your life, period. You need to live it, you need to eat it, sleep it, wake up, and the only way you're ever even gonna have a chance to make it in this business is if you are willing to sacrifice everything to achieve your goal. Oui, Chester est passé en Super Saiyan God, le groupe trouve un bassiste temporaire et tous les soirs, ils se retrouvent et ils envoient tout ce qu'ils ont. Là, ils sont clairement prêts à tout péter. Jeff Blue est convaincu et il organise alors des showcases privés pour présenter Hybrid Theory au gros label. Atlantic, Radioactive, Capitol, Mercury, Virgin, Jive, RCA, Arista et Columbia ont le droit à leur show privé d'Hybrid Theory. En parallèle, le 22 juin 1999 a lieu le festival Woodstock avec un line-up très orienté sur les nouvelles figures du rock et surtout du new metal comme Korn, Limp Bizkit et Kid Rock. Mais l'organisation laisse à désirer et l'événement tourne mal. Des femmes se font agresser sexuellement, le public met le feu aux installations et plusieurs personnes perdent la vie au milieu des mouvements de foule. Le new metal devient alors le symbole de la jeunesse qui part en couille, de ces mecs des quartiers blancs qui se croient stylés mais sont juste des débiles qui ne respectent rien ni personne. How many people here ever woke up one morning and just decided it wasn't one of those days and you're gonna break some shit? Well, this is one of them days, yo! Vous voulez des problèmes? Résultat, plus aucun label ne veut investir dans un groupe qui mélange rap et rock et risquer d'être associé à cet horrible événement. Et Hybrid Theory ne reçoit aucune offre. Cette fois-ci, c'est sûr, ils ne signeront pas en major. Pour leurs grandes ambitions, c'est terminé. Ils pourront au mieux faire leur chemin sur la scène locale et avoir un destin à la Grey Days, mais pas plus. Les membres enchaînent les petits jobs. Rob taffe dans un bowling, Brad est toujours chez Zomba, Joe se lance dans le graphisme et la vidéo en freelance. Et leurs parents commencent à sérieusement s'inquiéter et ils les encouragent fortement à abandonner le projet et à trouver un vrai emploi. Chester, lui, il est toujours en grande galère financière et il sent que l'histoire est en train de se répéter. Il commence à réfléchir à rentrer à Phoenix pour retrouver sa femme. Et c'est à ce moment précis que la timeline se fracture. Jeff Blue reçoit un appel d'un des vice-présidents de Warner Bros. Records, un des plus gros labels au monde, membre de la major WMG, et qui est ceux qui vont démonétiser cette vidéo. Tu ne toucheras pas d'argent. Le mec suit son travail depuis des années et lui propose de devenir directeur artistique. Jeff hallucine, c'est le job de ses rêves. Il passerait enfin d'un petit label à une major avec les moyens et le salaire qui va avec. Mais avant d'accepter, Jeff pose une condition. I'm coming, but only if I can bring my band Hybrid Theory. Contre toute attente et alors que personne ne croit vraiment en eux, Hybrid Theory se retrouve donc signé en major. Le groupe est sauvé, mais pourtant, c'est le début des emmerdes. Premièrement, ils doivent changer de nom. Il y a déjà un groupe britannique qui s'appelle Hybrid et Warner veut éviter toute embrouille juridique. La bande de Mike se met alors à chercher un nouveau blaze et ils en trouvent deux, Platinum Lotus Foundation et Plir. Mais le premier est trop long et le deuxième est à chier. Wait a minute, where are we?
Chester propose le nom Lincoln Park, un parc devant lequel il passe régulièrement en voiture pour aller au studio et qui doit son nom à Abraham Lincoln. Mike check le nom de domaine, lincolnpark.com, c'est déjà pris et change donc en Linkin Park, avec les N à l'envers comme Nine Inch Nails. Pour l'anecdote, en 2017, il y a eu une pétition pour que le parc soit renommé Linkin Park, mais ils l'ont finalement appelé le Christine Emerson Reed Park, du nom de la première femme maire de Santa Monica, la municipalité où il se situe. Ensuite, l'organisation du groupe change totalement. Être signé en major, ça veut dire que beaucoup de personnes vont s'intéresser à leur direction artistique. En plus de Jeff Blue, le groupe hérite d'un manager, d'un producteur, et les équipes de direction artistique de Warner viennent mettre leur nez dans tout ce qui se passe. Et ça, c'est pas très bien vécu par le groupe. Parmi toute cette nuée de sauterelles, il y a personne qui comprend bien le concept d'hybrid théorie, et personne qui a ne serait-ce que les bases du hip-hop. Et pourtant, ce sont eux qui vont venir les micro-manager au quotidien. Un jour, un DA de Warner se ramène au studio et il trouve que la chanson sonne pas bien, qu'il y a quelque chose qui va pas. Le producteur tourne alors un bouton, il relance le morceau, et là, le DA s'illumine. I don't know what you just did, but now it's freaking perfect. Le bouton en question, c'était le volume. Le label propose aussi des idées marketing foireuses. Par exemple, ils aimeraient que Joe porte une blouse de chimiste et un chapeau de cow-boy et qu'on l'appelle le docteur pour créer une sorte de personnage mystérieux. C'est la pire idée que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Et tout ça, c'est que le début. Le mec qui a recruté Jeff Blue chez Warner démissionne et il est remplacé par David Kane. Et David, il connaît très bien le groupe. Il les a vus jouer au Whisky à Gogo. Il était là pour un showcase quand il travaillait chez Columbia et il les a refusés 3 fois de suite. Il est pas du tout convaincu par la proposition de Linkin Park et en particulier par la partie hip-hop. Pour lui, la vague du rap rock c'est terminé et en plus, il trouve que Mike rappe mal. Et c'est vrai qu'à l'époque, Mike il court parfois un peu après le beat. C'est clairement pas le meilleur MC du monde. Je le laisserai pas dans une salle entre Eminem et Busta Rhymes. Mais pour autant, Mike c'est l'âme du groupe. C'est lui qui compose 80% des chansons et qui apporte l'ADN musical qui rend la musique de Linkin Park unique. David Kane propose alors que Mike se limite à la composition et au clavier et qu'il laisse les parties rappées à un autre MC signé chez Warner, Mad Lion. Oui, on est sur une autre DA là. Sinon, autre option, David Kane il propose tout simplement de virer Mike du groupe et de faire de Linkin Park un pur rock band dont Chester Bennington serait la seule star. Avec Jeff Blue, il convoque Chester pour lui proposer, ce à quoi le chanteur répond « Go fuck yourself ». Bref, les relations deviennent très tendues. Warner réfléchit même à annuler le projet d'album et à laisser mourir Linkin Park. Et le groupe sent qu'on leur fait de moins en moins confiance. Leur producteur, Don Gilmore, il comprend pas toujours leur direction et il est ultra perfectionniste. Il leur fait enregistrer 30 fois chaque refrain, chaque partie qu'il juge pas assez bonne. Et alors qu'il tape sur une énième version d'un son nommé Plaster, le vase déborde. Mike et Chester pètent un câble, ils entrent en cabine et ils s'en prennent verbalement à leur producteur. La rage, l'énergie de Mike et Chester, elle est énorme. Le groupe garde la prise et le son est renommé One Step Closer. Et lorsque le label le fait écouter à la radio de Los Angeles Croc, les programmateurs deviennent fous et ils le mettent directement en rotation. Et ça marche très vite, les auditeurs appellent la station pour savoir qui chante la chanson ou ça crie. Tiens, le train de la hype est en train de partir. Conforté par cette diffusion en radio, Warner accorde à Linkin Park un mini budget pour un premier clip. Joe commence à avoir un peu d'expérience en audiovisuel. En tant que freelance, il travaille par exemple sur la série X-Files et il se propose donc à la réalisation. Le clip permet de présenter le groupe au public en mettant en avant ses 2 têtes d'affiche, Salamèche et Pikachu. Le clip est diffusé sur MTV et permet à Linkin Park d'atteindre pour la première fois un public à l'échelle nationale. Mais malgré ce premier succès, Chester, il se sent toujours pas ouf. Il a du mal à s'intégrer dans un groupe qui se connaît super bien. Il se sent assez incompris car les autres n'ont pas vécu les mêmes traumas et il ne peut pas vraiment partager ce qu'il ressent. En même temps, ses blessures, c'est aussi ce qui nourrit sa musique. Il exprime par exemple dans ses paroles son sentiment d'être mal dans sa peau, comme si des insectes rampaient sous son épiderme. Ce son, c'est Crawling, qui devient le 2e single du groupe. Et oui, le label, ils sont très chauds pour pousser les sons rock avec aucun couplet de rap, comme One Step Closer et Crawling. Ils imposent même que la moitié des sons de l'album ne comportent aucune partie rappée. Tu aimes le rap? Bah ouais.
c'est cool. Et t'aimes aussi les trucs un peu plus pop ou... Le single commence à tourner et grâce à MTV, Linkin Park se met à avoir un petit public à l'international. Mais le son que le groupe veut absolument pousser, c'est Paper Cut. C'est celui qui représente le mieux ce qu'est Linkin Park, entre énergie hip-hop et émotion rock, avec un beat inspiré de Timbaland, du scratch et 2 couplets rappés. Et en même temps un refrain de Chester qui laisse entrevoir sa vulnérabilité. Le groupe réussit à négocier pour que Paper Cut devienne un single, mais uniquement en Europe. Et nous les Européens, on a 5 ans de retard, on est encore dans la vague rap rock, et du coup le son il marche vachement bien. Après des mois de galère, le groupe réussit à finir d'enregistrer les 14 titres de son premier album et le label donne enfin le feu vert pour qu'il puisse sortir. Mike s'envole à New York pour mixer les titres avec Andy Wallace, l'ingé son de Nevermind de Nirvana. Et avec Joe, ils conçoivent une cover inspirée des graphes de Banksy, dans l'idée d'illustrer à la fois le côté guerrier de leur musique avec ce soldat rouge et le côté sensible et vulnérable avec ses ailes d'ange ou d'insecte, c'est comme vous voulez. Le 24 octobre 2000 sort donc Hybrid Theory, où ils ont réussi à recycler le nom du groupe. L'album est monstrueux, le côté hybride marche super bien, par exemple sur A Place for My Head, qui est personnellement un de mes sons préférés. Un autre son que je trouve fou, c'est Points of Authority, dans lequel Mike a coupé le riff de guitare sur Pro Tools, ce qui est ultra innovant à l'époque, et avec les scratchs de Joe par-dessus, c'est juste trop lourd. I wanted to make something that I could listen to at any point in my life and say that that was something that I was proud of, and I think we achieved that. À la fin de l'année 2000, Hybrid Theory se classe 16e au Billboard. C'est tout à fait honnête pour un premier album, mais on est très loin des chiffres de Korn ou de Limp Bizkit, et encore plus loin des artistes pop qui sont en train de tout péter comme Britney Spears ou Justin Timberlake. Mais heureusement pour Linkin Park, en 2001, tout va exploser. Non, attendez, c'est pas ça que je voulais dire. Non. Et oui, car il y a un son sur l'album qui a un certain potentiel. Suite aux critiques sur son niveau de rap, Mike a retravaillé ses couplets et le titre est devenu très efficace. Et surtout, ce que ce son a par rapport aux autres de l'album, c'est un refrain facile d'accès, beaucoup plus pop que celui des autres titres. Pourtant, Mike y croit pas plus que ça à ce son. It didn't feel big to me. It didn't feel like a hit song. Le label, eux, ils ont capté l'aspect pop qui pourrait parler à un public très large. Et suite au succès de Paper Cut en Europe, ils sont moins frileux à l'idée de pousser un son qui comporte des couplets de rap. Ils veulent donc en faire le prochain single. Mike et le groupe sont contre. Ils ont l'impression d'avoir acquis une crédibilité un peu hardcore avec leur premier single. Et sortir un titre pop, ça va ruiner leur réputation. Mais bon, c'est pas vraiment eux qui décident. Et le 9 octobre 2001, In the End de Linkin Park débarque dans les bacs. C'est un raz-de-marée, une explosion nucléaire, une pandémie mondiale. In the End reste 38 semaines dans le top du Billboard. Aujourd'hui, il cumule presque 2 milliards de vues sur YouTube et plus de 2 milliards de streams sur Spotify, ce qui en fait le 5e morceau le plus streamé parmi ceux qui sont sortis après la création de la plateforme. Avec un tel tube, Hybrid Theory est propulsé dans la stratosphère et devient l'album de rock le plus vendu du 21e siècle. En termes de vente, Hybrid Theory, il mange à la table de The Eminem Show, de The Wall et de Nevermind. C'est un strike. À partir de là, tout change pour Linkin Park. Ils deviennent des stars et ils font le tour du monde. Linkin Park influence toute une nouvelle génération d'artistes. Par exemple, cette ado qui s'appelle Emily. Elle se rend compte en écoutant Chester qu'elle peut faire des sons en criant, ce qu'elle mettra en application ensuite avec son groupe Dead Sarah. Linkin Park est booké pour une tournée mondiale. Ils enchaînent les dates et ils deviennent unis comme les 6 doigts de la main. What's up? We're in Paris, France. We just got here. Mike comes to Europe in the coldest winter of the decade. Well, I'm predicting without a coat. Without a coat.
doing? Mike, you got MC. You know MC Mike. No, listen. I don't know how I could put that on. These are my 5 best friends. We're all homies and we're really supportive of each other. And we've become like, you know, a family. Mais ce succès soudain, il va pas plaire à tout le monde. Des voix vont s'élever pour menacer la crédibilité du groupe. Linkin Park serait en réalité une énorme fraude. Je me rappelle qu'à l'époque où j'ai commencé à écouter Linkin Park, c'était pas forcément très bien vu. Le groupe était surtout connu pour In the End et son refrain pop, et du coup on l'accusait d'être trop commercial, voire pire d'être un industry plant, un groupe monté de toutes pièces par un label. Le fait de générer un tel engouement, de tels chiffres dès leur premier album, c'était très louche, et plusieurs indices semblaient indiquer une démarche commerciale, comme le fait qu'ils n'utilisaient pas de gros mots, ou encore l'émergence au même moment de boys band créés de façon artificielle par les majors. Et c'est le moment où je dois rétablir la vérité et me venger de Pierrick, fan de Rammstein et plus grand détracteur de Linkin Park de la 6ème B. D'abord, on vient de le voir, le groupe a galéré pendant des années avant de connaître le succès. C'est juste qu'il s'appelait Zero et Hybrid Theory et pas encore Linkin Park. Et je parle même pas des années de Chester avec Grey Days. Si ça c'est pas une vie de galérien, je suis plus un truand de la galère. Personally, I've been doing this for 12 years. Ensuite, le choix de pas mettre de vulgarité dans leur son, c'est une décision des membres du groupe qui allait à l'encontre de l'avis de leur label. Kids can appreciate our honesty in our lyrics rather than just kind of coming up with something to try to sound tough. Pour Warner, le sticker Parental Advisory, c'est justement ce qui faisait que les ados voulaient acheter l'album pour se révolter contre leurs parents. C'était un énorme avantage marketing. Et enfin, In the End, c'était pas le titre le plus représentatif de leur album au global. Mais ça, évidemment, pour le savoir, fallait écouter le projet, hein, Pierrick. Après, comme souvent, la réalité n'est ni noire ni blanche. C'est bien Jeff Blue, leur représentant chez Warner, qui a été à l'origine du remplacement de Mark par Chester. Et donc, on peut dire que le groupe a été en quelque sorte créé, ou en tout cas transformé par un label. C'est vrai aussi que Mike a toujours voulu réussir commercialement dans une approche très hip-hop de la réussite. C'est dans cette optique qu'il est allé promouvoir ses sons sur les forums musicaux et c'est certainement pour ça qu'il a écrit un refrain aussi accessible pour In the End. Mais cette mentalité de hustler très commune dans le hip-hop, elle était très mal vue dans le milieu du rock. À l'époque, un vrai groupe de rock, c'est un groupe qui veut pas réussir mais qui arrive quand même. Et surtout, au début des années 2000, les auditeurs de rock et de rap, c'est des espèces bien distinctes. Linkin Park, c'est comme un maillot OM-PSG, beaucoup de gens comprennent pas. On accuse le groupe de surfer sur la mode du hip-hop en dénaturant le rock et le métal. Si ce genre d'accusations, elles peuvent être justifiées quand on parle de Limp Bizkit ou de Kid Rock, pour Linkin Park, pour moi, c'est hors sujet. Mike et Joe, c'est des vrais passionnés de hip-hop et ils ont dû se battre contre leur propre label pour imposer leur couplet de rap et leur sample. Juste après la sortie de l'album, ils apparaissent d'ailleurs sur un projet des Executioners, le collectif de DJ légendaire de New York. Mike was never a guy who was exploiting rap. He is a hip-hop artist. Et pour moi, ce qui clôture le débat, c'est ce que le groupe décide de faire au moment où ils sont au top, à leur prime. Après Hybrid Theory, toutes les portes sont ouvertes. Là, ils auraient pu très facilement cash in avec un album ultra pop produit par Max Martin, l'homme derrière les gigastars de l'époque. Ils auraient pu devenir des superstars mainstream qui accumulent les tubes, un groupe de vendus comme U2 ou Coldplay. Merde, je vais avoir 2 big fanbase sur mes côtes là. Je la refais. Ils auraient pu devenir un groupe de vendus comme les Black Eyed Peas ou Maroon 5. Et à la place, qu'est-ce qu'ils font Linkin Park? Ils sortent un album de remix nommé Reanimation. Mais pas des remixes de David Guetta, hein, des remixes ultra spé, ultra niche avec des DJ, des rappeurs qu'ils kiffent. The Alchemist, Motion Man, Charlie Tuna des Jurassic 5 et Black Thought de The Roots. Certains sont des légendes du hip-hop, mais c'est pas du tout des artistes bankable, alors qu'ils auraient pu facilement avoir Usher ou Snoop Dogg. Reanimation, c'est une vraie mixtape de passionnés, un projet underground, presque crypté, et moi je kiffe. Hey, yo, one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, I so socialized like the host of the party. I spoke, shaked, and made. Pour l'anecdote, à l'époque où j'ai voulu écouter Hybrid Theory, j'ai téléchargé les MP3 un par un et à la place de Pushing Me Away, je me suis retrouvé avec le remix de Reanimation.
suis devenu obsédé par ce son, je l'écoutais tout le temps, c'est devenu ma sonnerie de téléphone, c'est devenu la bande son de mon jeu RPG Maker. Et encore aujourd'hui, ce remix, c'est un de mes sons préférés. Et j'ai mis plusieurs années à me rendre compte que c'était pas la bonne chanson et qu'elle faisait même pas partie de Hybrid Theory. Proust avait une Madeleine, Anton Ego avait une Ratatouille, moi j'ai un MP3 avec pas le bon titre. Reanimation devient un des albums de remix les plus vendus de tous les temps et c'est une véritable déclaration d'indépendance pour Linkin Park. Le projet sort sur leur propre label qu'ils viennent tout juste de créer, Machine Shop Records. Il reste distribué par Warner mais ils ont réussi à renégocier le deal pour ne plus subir aucune interférence artistique. Ils ne parleront plus jamais au DA du label, ils ne parleront même plus à Jeff Blue ni à David Kane. Et ils vont pouvoir exprimer pleinement leur vision dans leur prochain album. Surtout qu'il y a une autre très bonne nouvelle, Dave est de retour à la basse et on l'appellera désormais le Phoenix. Mais après le succès de 2001, la pression, elle est immense. No matter what we did, we knew it would probably be considered a disappointment. I'm like, am I gonna be as good as I was? Et les conditions de travail sur le projet sont assez difficiles. Le groupe est sans cesse en tournée et il enchaîne 166 concerts en 2001. Je sais pas si on se rend compte du marathon, c'est juste inhumain. Et dès qu'ils ont un moment, ils font pas la teuf avec de la coque et des escortes comme les rockstars des années 80. Eux, ils sont au fond du bus sur Pro Tools et ils charbonnent leur projet. What's up guys? Welcome to the studio in the back of the bus. Chester en particulier, il subit vraiment la situation. À la base, c'est un mec facile à vivre et c'est même le bout en train de la tournée. Le gars toujours prêt à déconner. Alright, I got bit in the ass by a mean spider. I'm the prankster. This is Linkin Park's warm-up before every show. The chemist and his associates derived a meticulous plan to destroy the Deftones. Mais avec la pression des concerts et du futur album, Chester il se remet à boire et à fumer de la weed et il devient assez incontrôlable. Il disparaît pendant des heures et il réapparaît le lendemain en gueule de bois, ultra irritable et vénère contre les autres. Il se rend alors compte que certes, il vient de réaliser son rêve, devenir une rockstar, mais pour autant ça n'a rien résolu dans sa vie. Il se sent toujours aussi vide, il se sent toujours aussi triste. Comme il passe beaucoup de temps avec Mike, entre la tournée et l'écriture des morceaux, il commence à se sentir très proche de lui. Et un soir, il lui explique ce qu'il ressent, il lui raconte ses traumas, son enfance, le harcèlement, l'addiction. Mike avait pressenti tout ça, mais il se rend compte de l'ampleur de la détresse de son ami. Pendant plusieurs jours, il se met à écrire des paroles de ce qui deviendra pour moi la plus belle chanson de Linkin Park. Quand Chester découvre le texte, il se met à chialer. C'est tellement rare que quelqu'un comprenne ce qu'il ressent, ça prouve qu'ils ont une connexion ultra deep. Chester est tellement ému qu'il a beaucoup de mal à enregistrer le son. Et même après sa sortie, il mettra plus de 8 mois à réussir à la chanter en concert. Et cette chanson, c'est Breaking the Habit. Le son est magnifique et le clip aussi. Joe a travaillé avec Kazuto Nakazawa, à qui on doit aussi les séquences animées de Kill Bill. C'est les émotions à chaque fois. On sent d'abord la détresse de Chester qui se jette dans le vide, mais aussi sa rage, sa volonté de s'en sortir puisque le plan est passé à l'envers comme une forme de renaissance, comme un phénix qui renaît de ses cendres, le tout appuyé par un orchestre symphonique. J'ai chialé, voilà, c'est bon. J'ai chialé. Le soutien de Mike sert de déclic à Chester qui se met à exprimer plus directement ce qu'il ressent. Il se dévoile comme jamais dans ses paroles. Dans Easier to Run, il évoque ses agressions et comment il a cru guérir grâce à la drogue. Years of abuse. It's built up a lot of scar tissue. Et de plus en plus, il a cette rage de s'en sortir, de guérir pour de vrai et de trouver sa vraie place dans la vie. Et il l'exprime dans Somewhere I Belong. Le
fait de décrire ce combat intérieur, d'avoir cette vulnérabilité dans la musique, c'est encore rare à l'époque. On est 20 ans avant les débats sur la santé mentale. Chester, il vit des choses intenses, mais ce qui est fort, c'est que n'importe qui peut se reconnaître dedans, à des degrés moins extrêmes. Et notamment ceux qui traversent l'adolescence, qui sont un peu insécures, ceux qui ont du mal à trouver leur place. Et à l'époque, c'était clairement mon cas. Chester, il vient exprimer ce malaise et il le fait avec tellement d'énergie qu'il provoque la rage de s'en sortir, comme dans le son Faint. Après des mois de travail, 80 démos composées dans le tourbus et un sprint final ultra intense en studio, Linkin Park sort son deuxième album, Meteora. Le nom vient des météores, une formation rocheuse que le groupe a visité en Grèce et qui abrite des monastères et des lieux de retraite. Les météores, elles représentent une quête spirituelle, une ascension vers quelque chose de grand. Et cet album, il est très grand, il est même immense. Je sais que la nostalgie joue beaucoup, mais encore aujourd'hui, je le considère comme un album ultime, un des projets les plus forts, les plus puissants qui existent. C'est une version plus aboutie du mélange des genres d'Hybrid Theory et en même temps du côté expérimental et innovant de Reanimation. Écoutez-moi par exemple Lying From You, ça commence avec un sample charcuté qui met direct une tension, puis Brad lâche un gros riff bien vénère. Là, Mike arrive avec un couplet ultra efficace. Puis Chester lance un refrain atomique. Et ça finit en gros bordel. Voilà, pour moi, ça c'est le prime de Linkin Park. Ça me donne envie de mettre un t-shirt manche longue sous mon t-shirt manche courte, de grinder sur un hélicoptère, de sniffer du wasabi, de m'électrifier les couilles et de m'enfoncer une voiture dans le cul. Meteora connaît un succès monstrueux avec 800 000 ventes en première semaine, mais les premiers singles Somewhere I Belong et Faint sont bien loin du succès de In the End. Et c'est à ce moment-là qu'on entend ces quelques notes. À la manière de In the End, Numb c'est une version accessible de Linkin Park qui garde pour autant la vulnérabilité et l'énergie qui font la force du groupe. Le son se propage dans le monde entier et aujourd'hui c'est 2 milliards de vues sur YouTube et 2 milliards de streams sur Spotify. Platinum plaques and gold plaques and all that means nothing. You know you've made it once someone makes a skateboard out of you. This is the official Linkin Park skateboard. How dope is that? La fanbase de Linkin Park se solidifie et se retrouve en ligne sur Linkin Park Underground, un fan club online dans la directe lignée des forums que le groupe fréquentait à l'époque de Zero et pour lesquels ils sortent des mixtapes inédites. You're in the LP Underground and you're coming out to these shows. We're excited to see you and we want to meet you. Tu retrouves tes potes et tes amis. L'horizon s'éclaircit, Chester breaks the habit, il arrête de boire et sa femme Samantha donne naissance à leur premier fils, Draven. Mike se marie à l'écrivaine Anna Hillinger et Rob et Joe trouvent également l'âme sœur. Après des années de galère, Linkin Park a réussi. Ils ont accompli leurs rêves les plus fous, ils ont grandi humainement, abattu les barrières entre les genres musicaux et ils ont retourné le monde entier. Avec ses 2 premiers albums, Linkin Park a acquis une reconnaissance non seulement dans le milieu du rock, mais aussi dans celui du hip-hop. Ils enchaînent les tournées avec Cypress Hill, avec Snoop Dogg, avec Exhibit, et ils arrivent même dans l'oreille d'un des plus grands rappeurs, si ce n'est le meilleur, Jay-Z. Ensemble, ils réalisent non pas une petite collaboration, mais bien un projet commun, composé de mashups de leurs titres respectifs. L'EP s'appelle Collision Course et il est
incroyable. Pour moi, c'est un classique. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, en particulier sur le processus de création. Du coup, j'ai réalisé une vidéo entière sur le sujet. Je vous mets le lien en description. Un projet avec Jay-Z, c'est évidemment un accomplissement pour Mike, lui qui faisait des mashups de Reasonable Doubt dans sa chambre dans les années 90. Et Mike a même placé des références dans certains sons de Linkin Park. Ça, par exemple, c'est une ref à Brooklyn's Finest de Jay-Z. Et être adoubé par une de ses idoles, ça donne à Mike la confiance nécessaire pour se mettre sur son propre projet hip-hop nommé Fort Minor. Il compose et écrit 20 sons qui forment l'album The Rising Tide, un projet supervisé par Jay-Z. Sans que ça soit comparable au raz-de-marée Linkin Park, le projet connaît un vrai succès et le son qu'on vient d'entendre devient une des chansons officielles de la NBA. Et pour moi, c'est un très bon album. C'est pas ilmatique non plus, mais on sent un vrai amour pour cette musique, avec par exemple des instrus principalement réalisés avec des vrais instruments, ce qui est à contre-courant des sonorités électroniques à la mode à cette époque-là. Dans Where Did You Go, il raconte les difficultés de sa vie de couple et le sentiment d'absence que crée son mode de vie composé de tournées à rallonge. La chanteuse qu'on vient d'entendre, elle a 19 ans, elle s'appelle Holly Brooke et elle se renommera des années plus tard en Skylar Grey lorsqu'elle deviendra la voix féminine des sons de Dr. Dre et d'Eminem. Mike s'ouvre aussi sur sa famille, et notamment sur le racisme et les camps d'enfermement que ses proches ont dû subir. Ça donne un titre émouvant, nommé Kenji. En fait, c'est la première chanson qui parle de ce sujet, et c'est un son qui est devenu important dans le sens où il a fait évoluer les mentalités, ce qui a même valu à Mike le prix de l'excellence du Musée national japonais américain. On arrive alors en 2005, et Linkin Park décide de faire une pause bien méritée, après 18 mois de tournée où ils ont tout donné. Lors des derniers mois, la relation entre Chester et Samantha s'est pas mal détériorée. Ils s'engueulent dès qu'ils se voient et ils décident alors de divorcer. Chester vit très mal cette situation. Il l'emménage dans un petit appartement de Santa Monica. Il s'enferme dans un placard et il se met à boire des pintes de Jack Daniel tout en prenant des antidépresseurs. Il finit même régulièrement à l'hôpital parce qu'il fait des crises d'épilepsie. Parfois, il trouve quand même le courage d'écrire quelques paroles et ce sont les plus sombres de toute sa vie. En plus de la séparation, ses traumas d'enfance ne sont pas résolus et Chester se met à se détester lui-même. Un soir, après avoir beaucoup bu, il sort de son appart avec un gun, bien décidé à en finir. Heureusement, le groupe intervient à temps, ils lui apportent leur soutien et le dirigent vers une thérapie contre l'addiction. C'est à cette époque que Chester rencontre Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden et Audioslave, et une de ses idoles de jeunesse. Chris est récemment devenu sobre après des années marquées par l'addiction et la dépression. Les deux deviennent rapidement très amis, ils partagent des dates de concert et Chester deviendra même le parrain du fils de Chris. Tout s'arrange pour Chester qui retrouve même l'amour puisqu'il se marie avec Talinda, une ancienne mannequin Playboy avec qui il a son 3e enfant. Tyler Lee. Et le 2 avril 2007, près de 4 ans après la sortie de Meteora, Linkin Park est de retour avec le son What I've Done. Et là pour moi, y a rien qui va, le stylisme catastrophique, les images d'Africains qui meurent de faim et de sujets pseudo-polémiques pour faire engager, les plans dans le désert ultra génériques qu'on retrouve chez tous les groupes de pop rock. Et surtout la musique c'est du rock très classique, pas du tout dans la vibe hybride. Y a pas de hip-hop, y a pas de sample, y a pas de scratch, y a pas d'innovation électronique. Qu'est-ce qui s'est passé? Joe le pauvre il a le droit de placer un bruitage de 2 secondes en 3 minutes de son, à part ça sa platine elle est même pas branchée. Et c'est d'autant plus incompréhensible que Linkin Park a travaillé sur son album avec un de mes producteurs préférés, Rick Rubin.
Rick, c'est la personne parfaite pour Linkin Park. C'est à la fois une légende du hip-hop, il a produit Run DMC, Public Enemy, LL Cool J, et c'est aussi une référence du rock, en ayant travaillé avec Slayer, System of a Down et les Red Hot. Et le pire, c'est que Linkin Park a enregistré son projet dans le manoir Houdini, qui a donné naissance au meilleur album de tous les temps, au meilleur album de 2006 et à 99 Problems de Jay-Z. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Rick Rubin, il aime bien bousculer les artistes dans leur approche, les faire aller là où ils n'auraient jamais osé aller. He said, I don't know if you know this, but you don't make records like most rock bands. You make records like a rap production team that contributes to your sound. He said, I want you guys to forget what the Linkin Park sound sounds like. Et du coup, pour cet album, il les a fait travailler comme un vrai groupe de rock. Ils ont composé et enregistré les sons ensemble dans le manoir de façon organique. Ils avaient jamais vraiment fait ça avant. C'est très différent de l'approche de beatmaker de Mike. Lui, d'habitude, il aime travailler seul dans sa chambre et échanger avec une personne à la fois. Bon, certes, cette démarche, elle a donné quelques sons intéressants, comme Shadow of the Day, dans lequel Chester parle à la fois de la mort et du deuil de sa précédente relation. Mais dans l'ensemble, l'album est beaucoup moins personnel. Le groupe préfère aborder des sujets politiques, en se positionnant par exemple contre la guerre en Irak. Pourquoi pas, c'est plutôt bien vu, mais pour moi, c'est fait avec beaucoup moins d'efficacité, d'énergie et de rage que System ou même Green Day à la même époque. Bref, la sortie de l'album Minutes to Midnight, ça représente le moment où je me désintéresse de Linkin Park. J'ai grandi, j'ai évolué, et je suis passé à autre chose. J'ai découvert un autre groupe dont je suis absolument fanatique et j'ai surtout étendu ma connaissance et mes goûts en matière de rock alternatif, de hip-hop et je commence même à kiffer l'électro. Et comme moi, le public de Linkin Park prend de l'âge et finit par prendre le large. À partir de là, chaque album de Linkin Park fera moins de ventes que le précédent. Jusqu'au dernier, mais on va revenir dessus. Après le délire soft rock de Minutes to Midnight, on a en 2010 A Thousand Suns, une référence à la phrase d'Oppenheimer sur la bombe nucléaire. On reste donc principalement sur des sujets politiques, de société, mais musicalement, il y a une vraie évolution puisque c'est un virage vers des sonorités plus électroniques. Mais honnêtement, ça fait pas le figure à côté de ce que propose à la même époque le mouvement indie représenté par MGMT, Arcade Fire ou encore Vampire Weekend. En 2012, on a Living Things qui va encore plus loin sur le côté électronique. Brad, il a presque totalement abandonné sa guitare et l'album revient à des thèmes plus personnels, ce qui est plutôt une bonne idée selon moi. En 2014, c'est The Hunting Party, toujours cette même DA noire et blanche un peu insipide, mais un retour à des sons bien lourds, bien métal, avec des feats avec Rakim, Tom Morello de Rage Against the Machine et Daron Malakian de System of a Down. C'est peut-être le meilleur des 4 projets que je viens de citer. Je laisserai les fans en débattre dans les commentaires et je m'excuse de passer 7 ans de carrière aussi rapidement, mais c'est des albums qui me parlent beaucoup moins. Même si Warner n'a officiellement plus d'influence sur la création musicale, on sent que le groupe a beaucoup de pression, qui doit faire face à des deadlines, à des enjeux commerciaux. Sur cette période, leurs sons deviennent la bande originale des films Transformers, les musiques des trailers de Medal of Honor. Ils sont bookés sur des tournées mondiales alors que leurs projets sont pas encore terminés. Les membres sont aussi sollicités dans tous les sens, ils s'impliquent dans plusieurs projets humanitaires et même des projets artistiques en dehors du groupe, notamment Chester qui a rejoint en parallèle les Stone Temple Pilots, un groupe de rock dont il était fan depuis l'adolescence. Résultat, Linkin Park c'est plus une bande de copains, de mecs qui sont là pour se marrer et pour tout éclater. On sent qu'ils ont un peu perdu cette fougue, qu'ils se prennent très au sérieux et qui sont parfois écrasés par les enjeux. Right now we're working with like deadline and both are things that don't exist in our world. If we don't make these deadlines, then our deal should go away. It needs to get canceled. I don't have a sense. All I'm saying is we were thinking ideally if we can you stop filming me for a minute? Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le groupe a pas joué la facilité. Ils ont pas eu peur d'essayer de se réinventer, d'aller explorer différentes facettes de leur musique au lieu de produire 4 succès d'année d'Hybrid Theory. Ils auraient pu faire 4 Meteora Type Beat et ça aurait sûrement mieux marché commercialement. Et cette réinvention, elle va atteindre une nouvelle étape en 2017 avec One More Light. C'est l'antithèse de l'album précédent. Il y a pas de cris, pas de guitare saturée, mais des chansons calmes et des refrains qui se veulent catchy. Le groupe a utilisé une approche très pop dans la construction des morceaux, en faisant appel pour la première fois à des compositeurs extérieurs comme Egg White qui a notamment travaillé avec Adele. Et pour beaucoup, c'est le pire album du groupe. Une bonne partie des fans le considèrent même comme une trahison. Et cet album va même être responsable de la chute de Linkin Park.
Hey Chester, how are you doing, man? Oh, I'm fine. No, I'm not fine. I'm not okay. En 2016, Chester va très mal. Sa santé mentale ne s'est pas améliorée, il souffre de dépression, il enchaîne phase de sobriété et rechute. Sometimes I find myself getting into these patterns of thinking. Sometimes I find myself getting into these behaviors that I have. Like, I do all this stuff to try not to do it, and I find myself just doing them again. Cette situation, il l'assume cependant de plus en plus. Il s'est exprimé publiquement sur les agressions qu'il a subies dans une interview du Guardian, ce qui a fait que son père a enfin compris et a pu aborder le sujet avec lui. Et Chester a pu également exprimer son mal-être en musique avec ses sons solos devenus le projet Out of Ashes. Et dans One More Light, le dernier album de Linkin Park, il adresse aussi très directement le sujet. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Lors du Hellfest en France, le groupe interprète ce son et le public est ultra vénère. Ils sont pas venus pour ce genre de balade pop. Et il y a même un mec qui balance un pichet de bière sur Chester. Là, ça se voit que Chester, il est grave touché, il veut carrément se taper avec le mec. En fait, il est très sensible à ce moment-là. Il a mis sa propre personnalité dans le projet et il vit donc très personnellement l'échec de l'album. Il a l'impression que les fans le rejettent et c'est très dur à vivre. Même s'il est entouré par sa famille et qu'il donne le change en société, Chester s'enferme dans son seum, dans sa solitude. Et dès qu'il est seul, il se sent de plus en plus mal. This place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. I don't say nice things to myself. Like, there's another Chester in there that's like, wants to take me down. Le 18 mai 2017, Chris Cornell met fin à ses jours. Chester perd alors un ami très proche, un des seuls qui peut comprendre sa condition. Dans une lettre diffusée sur les réseaux, il écrit « You have inspired me in many ways you could never have known. I can't imagine a world without you in it. » Le soir même, Linkin Park rend hommage à Chris en direct à la télévision. In light of our dear friend Chris Cornell passing away, we decided to play our song One More Light in honor of him. Un mois plus tard, Chester rentre chez lui à Los Angeles après quelques jours passés en famille. Il est sobre depuis environ 6 mois, mais il se rend compte qu'on est le 20 juillet et que ça aurait dû être le 53e anniversaire de Chris. Chester est alors plongé dans un désespoir immense et il ne résiste pas à l'envie de le noyer dans l'alcool. Il ouvre une bière, puis une deuxième. Rattrapé par la honte d'avoir à nouveau cédé à la tentation, accablé par le deuil et le chagrin, écrasé par le mal-être qu'il traîne depuis son enfance, il enlève sa ceinture et décide de quitter notre monde. Quelques heures plus tard, Mike publie ces mots sur Twitter. Shocked and heartbroken, but it's true. Chester Bennington est décédé à l'âge de 41 ans. Lui qui a aidé des millions de personnes à sortir de la dépression, il n'aura jamais réussi à vaincre la sienne. Les hommages du monde de la musique se multiplient, que ça soit de Travis Barker, de Timbaland ou encore de Dave Grohl, l'ex-batteur de Nirvana. I would like to dedicate this one to Chester. I know what it's like to lose somebody like that. And at least we have his music forever. Et le 22 août, un concert hommage est organisé à Los Angeles. We're all family here, right? So let's sing this together like family, right? Where are you? And I'm so sorry. I cannot sleep, I cannot dream tonight. I need somebody else. C'est les allergies. Et quand vient le moment de chanter les couplets et les refrains de Chester, c'est le public, son public, qui prend ses responsabilités. Comment se relever après une telle épreuve ?
Honnêtement, ça semble impossible. Mike est détruit, il arrive plus à dormir. Pendant 2 mois, sa famille et ses amis se relaient pour lui apporter à manger et lui témoigner un peu de soutien. Des dizaines de milliers de fans à travers le monde lui envoient des messages et les streams du dernier projet s'envolent. Mais rien n'y fait, Mike a non seulement perdu son meilleur ami, mais il a aussi perdu une partie de lui-même, sa propre identité. Il a construit toute sa vie autour de Linkin Park et désormais, Linkin Park n'existe plus. Cependant, Mike, il sait pas vivre sans créer. Il se remet alors à composer pour exprimer ce qu'il ressent et essayer de reprendre pied. Chaque jour, il taffe sur des instrus, parfois il écrit des paroles et parfois même il se filme avec son iPhone. I don't have a leg to stand on, spinning like a whirlwind, nothing to land on. Did somebody else define me? Can I put the past behind me? And everybody that I talk to is like, wow, must be really hard to figure what to do now. Well, thank you, genius. You think it'll be a challenge? Only my life's work hanging in the fucking balance. Au bout d'1 an, il a composé pas mal de titres et il en sélectionne 18 pour former Post Traumatic, son premier album solo qui sort le 15 juin 2018. Ça lui permet de renouer avec le public grâce à une petite tournée en solo à travers le monde. Le 24 août par exemple, il est en France à Rock en Seine. Can we make some noise one time for Chester Bennington? Make some fucking noise. Là, je suis dans le public et je suis submergé par l'émotion. Je redeviens immédiatement cet adolescent qui écoute le remix de Pushing Me Away en jouant à James Bond Nightfire sur GameCube. Et beaucoup de fans se mettent à ce moment-là à rêver d'un retour du groupe. Mais pour les différents membres, il n'en est pas question. Il n'y aura pas de concert avec des hologrammes de Chester. Chacun trouve une autre occupation, si possible loin de la musique. Dave lance un podcast, Joe dirige une expo photo et se met à réaliser des clips, et Brad et Rob se font très discrets. Début 2020, la planète s'arrête à cause du Covid et Mike et Brad commencent à se revoir pour faire du son à l'ancienne. Au bout de quelques semaines, ils sont rejoints par Dave et par Joe, mais pas par Rob qui a encore trop le bourdon. Peut-être un peu technique celle-là. We don't know what we're doing, but let's just hang out and make some stuff and see what happens. Et vous vous rappelez d'Emily, la jeune chanteuse fan d'Hybrid Theory? Eh ben elle a désormais 35 ans, elle est devenue amie avec Mike et elle rejoint la bande pour faire du son. Et ça se passe très bien. À ce moment-là, il s'agit pas du tout de reformer Linkin Park, mais simplement de prendre du plaisir à composer et à jouer en étant un nouveau groupe, une toute nouvelle formation. We're in my studio. Yeah. We've been working on stuff off and on for weeks or months. It gets better and better and better. And we had some songs and we realized, I think she's the singer. D'autres amis les rejoignent pour jouer de façon épisodique et en particulier Colin Brittain, un touche-à-tout qui devient au final le batteur de cette nouvelle formation. En parallèle, Hybrid Theory et Meteora fêtent leurs 20 ans. Ils ressortent en version anniversaire et ça donne le goût au groupe d'essayer de rejouer des sons de l'époque dans l'optique d'organiser un concert événement. Le groupe retravaille alors des dizaines de morceaux pour les rendre chantables par Emily, qui n'a pas vraiment la même hauteur de voix que Chester. Colin and I, we spent a lot of time together and going through the songs and really trying to make them our own. Mais ça va aller beaucoup plus loin que prévu. Et le 5 septembre 2024, contre toute attente, Linkin Park est de retour. It's good to see you again. Et là, tous les fans partent en vrille. Non seulement il y a une nouvelle chanteuse, mais en plus, le premier son qu'ils interprètent, il est totalement inédit. Et il annonce un nouvel album, From Zero. Évidemment, c'est une référence à Zero, le premier nom du groupe. Et justement, cet album, il marque un vrai retour aux sources. Un retour au son hybride des débuts, avec des samples, des gros riffs de guitare, des couplets rappés, et surtout la puissance de l'interprétation. Évidemment, c'est pas Hybrid Theory, c'est pas Meteora. C'est pas Riron, c'est pas Valladolid. On pourra jamais retrouver le moment où ce son s'est créé. Il est encapsulé dans une époque qui n'existe plus. On ne peut pas vraiment revenir en arrière. Le retour est impossible. Pour autant, pour la première fois depuis 2003, je me suis vraiment pris les sons de plein fouet. Et je pense que c'est pour 2 raisons principales. D'abord, ça se voit que le groupe fait ça par plaisir. Ils ont plus rien à prouver et ça se ressent dans leur approche de la musique. Et ensuite, le choix d'Emily comme nouvelle tête du groupe, pour moi, il est excellent. C'est une
fan de Linkin Park qui connaît parfaitement le répertoire du groupe. Et en même temps, elle apporte une nouvelle énergie et une sensibilité qui sonne très vraie. Elle a pas vécu les mêmes traumatismes que ceux de Chester, mais elle a aussi une face sombre. En fait, Emily, elle est née dans une secte, la Scientologie. À partir de 11 ans, elle a été enfermée dans un dortoir à l'hygiène douteuse, rempli de cafards, dans lesquels les enfants sont isolés de leurs parents. Et à l'adolescence, Emily se rend compte qu'elle est homosexuelle, ce qui est très mal vu dans cette secte. Pour son fondateur, L. Ron Hubbard, l'homosexualité est une perversion dont on doit guérir. Emily s'est alors sentie exclue, à devoir garder en elle le secret de sa véritable identité, ce qui l'a précipitée dans une grave dépression. Mais elle a réussi à trouver la rage de s'en sortir, et cette rage, on la retrouve par exemple dans le son Two Faced, où elle semble lutter contre une forme d'endoctrinement. Et sur le refrain, elle exprime ce qui semble être le choix impossible entre la secte dont font partie même ses propres parents et son identité intrinsèque qui essaye de se libérer de cette emprise. Et c'est là pour moi tout l'ADN de Linkin Park. Trouver la force de lutter, d'affirmer sa propre identité même lorsqu'elle est hybride, mélangée et mal comprise. Encore une fois, le groupe renaît de ses cendres et j'ai vraiment hâte de les voir cette année au Stade de France. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez m'aider à réaliser d'autres documentaires, j'ai une page Patreon sur laquelle vous pouvez me faire un petit don mensuel. Et vous pouvez aussi m'aider en partageant la vidéo à vos amis et à votre famille. Si vous vous lancez tout juste dans Linkin Park, je vous ai préparé une playlist avec mes sons préférés. Le lien est en description. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis bleu.